Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast de Care News qui valorise les actions des associations en première ligne pendant la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons. Ce podcast analyse leurs actions, l'impact qu'ont sur elles et leurs bénéficiaires la crise et les confinements. Nous les interrogeons enfin et surtout sur leurs besoins concrets. Car ceux qui font, c'est aussi vous qui, confinés ou non, pouvez les aider de mille manières. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Valérie de Margerie, la cofondatrice du Chaînon Manquant, une association qui récupère, depuis 6 ans, les invendus et les stocks des professionnels de l'alimentation pour les distribuer aux plus démunis grâce à un réseau d'associations partenaires. Cet épisode est soutenu par Total Foundation, programme mondial de solidarité et mécène du Chaînon Manquant. Bonjour Valérie. Bonjour Flavie. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien. J'espère que vous aussi. Oui, tout va bien. Toujours confiné, mais toujours en lutte pour l'intérêt général. Je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet important. Vous avez monté une association qui à la fois lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire. Ça s'appelle le Chaînon Manquant. Qu'est-ce que fait concrètement le Chaînon Manquant ? Alors c'est exactement ça. On lutte contre le gaspillage alimentaire d'une part et en particulier celui des produits frais rapidement périssables et contre la précarité alimentaire d'autre part. Donc concrètement, notre dispositif est tout simple. Chaque jour, nous collectons les produits frais encore consommables, en parfait état, directement chez les professionnels. Puis nous les redistribuons immédiatement. Et ça, c'est important, en camion frigo aux acteurs sociaux à proximité. Voilà, donc c'est tout simple, mais en quelques heures, les produits collectés peuvent être consommés par ceux qui en ont le plus besoin. Et ça change tout. Et ceux qui donnent les produits, quand vous dites des professionnels, c'est des restaurants, des traiteurs, des supermarchés ? Alors exactement, ça peut être un peu de tout, mais on va dire que notre valeur ajoutée, elle est pour les acteurs qui travaillent avec des produits rapidement périssables, donc en particulier la restauration. On travaille beaucoup avec les acteurs de la restauration collective, en particulier dans les entreprises, les restaurants d'entreprise, ou encore avec le secteur de l'événementiel, par exemple la COP21, Roland-Garros, la Corotel Arena, etc. Le fait que vous dites ça change tout le circuit que vous avez, c'est quoi la différence avec d'autres associations peut-être ? En fait, c'est justement la réactivité, la capacité d'adaptation à collecter des produits qui sont à consommer le jour même, qu'on ne connaît pas à l'avance. Donc ça permet de travailler avec des produits frais rapidement périssables, comme je disais, et puis du coup, ça permet d'apporter de nouveaux types de produits dans les associations pour les milliers de personnes qu'elles soutiennent, donc des produits frais et variés pour une alimentation saine et équilibrée, des produits qui vont venir d'événementiels, donc qui vont susciter du plaisir, de la joie, des plats collectifs d'entreprises à partager, voilà. Et puis ça permet aussi de redonner du temps aux gens à consacrer à autre chose qu'une lutte alimentaire quotidienne pour qu'ils puissent construire leur avenir dans la société. Et vous œuvrez plutôt sur Paris et la région parisienne, il me semble. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner pour qu'on se donne une idée du travail que l'association effectue ? Oui, alors en fait, on est présent à Paris, Lyon et Bordeaux depuis la crise. On travaille avec 150 sites de collecte. On redistribue environ 200 000 repas par an à une soixantaine d'associations. Après, on le fait, c'est un travail de petite maille, donc c'est vrai qu'on ne transporte pas des volumes énormes à chaque fois, mais voilà, ça fait 200 000 repas par an. Donc, vous distribuez des produits qui sont issus de la restauration, soit collective, soit de traiteurs, soit de restaurants, mais avec la crise, tout ça a soit fermé, soit ça a dû s'adapter. C'est quoi la conséquence que ça a eu sur vous, sur vos volumes d'entrée d'alimentation ? Alors, la crise, elle a eu un impact majeur sur nos deux enjeux, en fait. Mais on va effectivement commencer peut-être par le gaspillage alimentaire. Le 16 mars, ce fut un tsunami avec les fermetures en cascade des écoles, des restaurants, puis des entreprises. Les professionnels, effectivement, se sont retrouvés avec des stocks alimentaires colossaux. Et ils ont été nombreux à nous contacter pour nous en faire profiter. Alors, personnellement, je me suis transformée en hotline avec les appels des partenaires, s'orienter par la ville de Paris, le bouche à oreille. Et sur le terrain, notre équipe s'est lancée dans un grand marathon pour tout collecter. Mais on a vu assez vite que les associations n'allaient pas pouvoir tout recevoir et tout stocker au froid d'un coup. Donc on a dû faire appeler à l'aide. Et Paris La Défense nous a mis ses chambres froides à disposition pour qu'on puisse collecter notamment tous les surplus des grandes tours de la Défense juste à côté, puis les redistribuer progressivement aux associations selon leurs besoins, leur capacité de stockage, la durée de vie des produits. Voilà, donc de mi-mars à fin avril, on a collecté environ 50 tonnes de nourriture grâce aux dons des restaurateurs, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on fait en général sur un an.
Et pour le reconfinement, ça a été pareil? Il y a 2 sujets. Il y a effectivement le sujet des déstockages. Donc effectivement, on en a de nouveau eu pas mal là ces 15 derniers jours. Après, je pense que c'est sur une durée moins longue parce que les restaurateurs étaient mieux préparés. Donc avaient des stocks, j'allais dire, je gérais leur stock un peu plus à la semaine et pas au mois. Par contre, il y a un autre impact qui est très important pour nous aussi, c'est côté précarité alimentaire, parce qu'on y pense moins, mais un grand nombre de restaurants sociaux, d'accueil de jour, d'épiceries solidaires ont fermé, surtout lors du premier confinement, soit parce que les conditions de sécurité sanitaire permettaient plus de fonctionner, soit parce que les associations dépendaient de bénévoles retraités restés confinés. Donc la crise sanitaire a été particulièrement dur pour les personnes les plus vulnérables qui savaient plus où aller. Et on a dû monter des dispositifs spéciaux par rapport à ça pour réinventer l'aide alimentaire, aller à la rencontre de chacun. Je vous donne juste 2 exemples d'initiatives qu'on a pu prendre parmi d'autres, notamment. Donc, le 16 mars, j'ai créé un groupe d'entraide interassociative sur WhatsApp. D'abord pour mieux répartir les dons alimentaires colossaux dont je parlais, et puis ensuite pour répondre aux besoins les plus urgents du terrain. Par exemple, trouver de l'eau pour les personnes restées dehors quand les accès publics à l'eau avaient été coupés, des kits d'hygiène, des repas à distribuer dans les camps, ou encore pour mettre les équipes des uns au service des autres, selon la criticité des besoins. Donc ça a été une belle entraide, et je dirais que c'est le point positif un peu de cette période si difficile. Et c'est un groupe qui fonctionne toujours. On a 80 associations de Paris et de Seine-Saint-Denis dessus aujourd'hui. Un autre exemple peut-être plus concret de dispositif monté dans l'urgence, cette fois dans les Hauts-de-Seine. On a un lien particulier avec les associations présentes à Paris La Défense, avec qui on a monté un réseau de solidarité. Et celles-ci nous ont alertés très rapidement sur la situation de détresse alimentaire d'un grand nombre de personnes autour du parvis. Des personnes sans domicile, d'autres qui étaient logées à l'hôtel sans nourriture, des étudiants qui avaient perdu leur petit boulot, des familles qui avaient plus de cantine, qui croulaient sous l'explosion des dépenses alimentaires. Alors pour la toute première fois, ça fait plus de 6 ans qu'on existe, on a commandé des paniers repas pour assurer cette aide alimentaire locale, et dans un esprit de double solidarité avec les restaurateurs, grâce au soutien d'entreprises, de particuliers, de fondations, que je remercie. Voilà, et on a enchaîné les dispositifs depuis avril, en essayant à chaque fois de faire mieux, en faisant travailler des traiteurs d'insertion, en essayant de concevoir les menus selon les besoins nutritionnels, les cultures alimentaires des personnes aidées, etc. Et côté distribution, on a dû travailler avec des associations qui n'étaient pas du tout dans l'aide alimentaire initialement, notamment des clubs de prévention spécialisés auprès de la jeunesse, qui nous ont aidés à organiser les distributions, qu'on fait participer les jeunes accompagnés pour les sortir de leur isolement. Donc c'est une autre illustration de coopération entre acteurs pendant la crise. Voilà. Et au total, peut-être je peux vous dire qu'on est déjà quasiment au double de ce qu'on fait sur une année là. Et Valérie, pour résumer comment la crise pèse sur votre association, vous devez avoir moins de volume de dons parce qu'il y a moins d'activités et peut-être une gestion des stocks différente, donc vous devez avoir moins à distribuer alors qu'il y a des besoins croissants. Comment peuvent faire les citoyens, puisque c'est le but de ce podcast, pour vous aider, même s'ils sont confinés ? Alors, je sais pas si je vais répondre exactement à la question alimentaire. C'est-à-dire que la façon dont ça se passe pour nous, c'est qu'on a des déstockages énormes, dans des stocks beaucoup plus importants, mais de produits bruts, au lieu de récupérer des repas préparés en général. Donc, on va avoir beaucoup plus sur certains types de produits et beaucoup moins sur d'autres, comme des repas préparés. Comment est-ce qu'on peut nous aider sur ce point-là ? Alors, j'allais dire là-dessus, ça va être via des dons financiers, par exemple sur notre page Hello Asso, parce qu'on doit de nouveau acheter des repas. Et que malheureusement, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre pour fonctionner. Donc ça, c'est une première chose, à titre particulier ou en encourageant son entreprise à devenir mécène pour nous accompagner. Et puis, au-delà des dons financiers, on peut nous aider via du bénévolat, bien sûr. Donc, de 2 façons. Pour ceux qui sont à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, on peut venir aider sur le terrain car l'activité continue. La lutte contre la précarité alimentaire, c'est une activité essentielle. On a des masses du gel, on s'organise. Donc en fait, ça se passe en général par équipe de 2 ou 3 dans les camionnettes. Certains prennent le volant, d'autres aident à porter, à remplir les documents, à contacter les assos. D'autant plus d'ailleurs pendant les vacances pour prendre le relais des équipes qui partent retrouver leur famille et assurer de belles fêtes dans les associations. On cherche aussi dans ces villes des parkings en centre urbain, des parkings où on peut recharger aussi des batteries électriques. On a une flotte à moitié électrique. On cherche des bureaux à Lyon et à Bordeaux. Enfin, donc il y a pas mal de façons de nous aider. Et puis pour ceux qui sont plus loin, qui ne peuvent pas nous rejoindre sur le terrain, il y a bien sûr d'autres possibilités, et notamment la possibilité de proposer ses compétences sur les fonctions support.
on est plus acteur de terrain, donc c'est vrai qu'on a des manques importants côté fonction support. Je pense au marketing, à la com. On cherche des graphistes pour créer des affiches, des photographes, des experts vidéo pour mettre nos actions en images. On aurait bien besoin d'aide sur l'administratif aussi. Je pense à la paye, la compta, ou pour des projets ponctuels, que ce soit sur le parcours de formation de nos bénévoles, sur le reporting de notre activité, pour digitaliser nos process. On est une petite association qui grandit et donc qui a de nombreux besoins. Il y a beaucoup de besoins. Alors, on va essayer de résumer. Si vous voulez faire un don, il y a la page Hello Asso du Chaînon Manquant. Si vous connaissez des bureaux, des parkings, si vous voulez devenir bénévole, c'est aussi possible. Et après, vous cherchez toute une gamme de compétences pour aider à la communication et à la gestion de l'association. Je pense que vous pouvez contacter Valérie sur lechaînon-manquant.fr. C'est la bonne adresse, Valérie? Tout à fait. Donc, à bon entendeur, j'espère que tous les citoyens qui vont écouter ce podcast auront de quoi apporter une petite pierre à l'édifice. Et je vous souhaite une bonne journée, Valérie. Merci, prenez soin de vous, de vos proches, et puis si vous pouvez, les plus fragiles autour de vous. Voilà, un grand merci à tous et un grand merci Flavie. Merci Valérie. Merci de votre écoute et de votre engagement. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour agir et être solidaire de ceux qui font sur carenews.com.